On passe petit 3, étude de quantificateur. Le quantificateur, c'est tout simplement le convertisseur analogique numérique. Les caractéristiques de transfert des quantificateurs uniformes est données à la figure 13, celle-là. Eh bien, la loi de quantification est telle que pour toutes les valeurs d'entrée S de t comprises entre k moins 1 demi delta et k plus 1 demi delta, la valeur du signal de sortie SQ de t est arrondie à k delta, avec delta et le pas de quantification et k un nombre entier. L'erreur B de t est égale à SQ de t moins S de t. Donc ça c'est la valeur arrondie et ça c'est la valeur réelle. Est appelé bruit de quantification. Sa puissance est donnée par Pb est égal à delta, le pas de quantification, divisé par 12, au carré bien sûr, divisé par 12. Q26 exprimé en dB, le rapport signal sur bruit SNR dB, S signal sur bruit, N c'est noise en anglais, rate, rapport, en fonction de la puissance du bruit Pb et la puissance du signal Ps. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc, vous avez, comme c'est une puissance, il faut faire attention. Avec les puissances, c'est pas comme les tensions. Les tensions, on fait 20 log pour passer en dB. Pour les puissances, on utilise le 10 log. Donc, le signal surbrûlé en dB, c'est 10 log de la puissance du signal sur la puissance du bruit, tout simplement. Voilà, on continue. Donc, la question 27, exprimer le pas de quantification delta en fonction de V et du nombre de bits n. Donc ça, on le sait déjà. C'est delta, le pas de quantification, c'est la tension pleine échelle divisée par 2 à la puissance le nombre de bits. Question 28. Montrer que le rapport signal sur bruit en dB est égal à 10 log de 12 fois PS, la puissance du signal, sur V au carré, plus 6,02 fois N. Donc on applique notre relation 10 qu'on vient de calculer à la question 26. Le rapport signal sur bruit en dB, c'est 10 log de PS sur PB. Donc 10 log de PS, ça reste. Et PB, c'est quoi? PB, on a déjà vu, c'est delta carré sur 12. Donc delta carré sur 12. PB en bas, donc c'est delta carré en bas. Et le 12, c'est 1 sur 12, ça devient fois 12. Voilà. Donc je développe, je remplace, pardon, delta par sa valeur, V sur 2n. Donc V, ça reste en bas, et de à la puissance n, ça monte. Donc comme c'est au carré, donc ça fait donc V au carré, de n, le tout au carré. Donc je divise ce log en deux. Log de A fois log de B est égal à log de A plus log de B. Donc je garde PS et 12 est divisé par V au carré, et je sors 2 à la puissance n fois 2. Donc ça me donne 10, toujours le coefficient 10 fois log de PS fois 12 sur V au carré, voilà, et il me reste plus 10 fois log 2 à la puissance n fois 2. Donc comme on est en logarithme décimal, donc 2 à la, 2 à la puissance n fois 2, ça fait 2 à la puissance 2n, et ça sort, donc ça me donne 2n, et ça reste le 2 tout seul. Donc si je calcule log de 2 multiplié par 2 multiplié par 10, ça me donne 0,6,03. Donc 10 log 10 12 PS sur V au carré plus 6,03 fois N. Voilà. Donc ça c'est pour estimer le bruit. Le but de ce calcul, c'est d'estimer le bruit en fonction de
de la puissance du signal et de l'excursion maximale, l'échelle de la tension d'entrée et en fonction euh, en fonction de nombre de bits. Ce rapport signal-circuit, il est bon si il est grand. S'il est petit, c'est mauvais. Donc, il vaut mieux avoir une petite échelle, pleine échelle, et un grand nombre de bits pour avoir un bon signal circuit. Question 29. Calculer le rapport signal-circuit pour PS est égal à V carré sur 2, avec N est égal à 10 bits, pardon. Donc je remplace PS par V carré sur 12, donc ça se simplifie. Donc, N est égal à 10. Donc après calcul, après application numérique, j'ai le rapport signal-circuit en dB, c'est 67,98 dB. On passe au filtrage numérique. Parmi les méthodes utilisées pour réduire la quantité de pixels et garder la qualité des images, on utilise un filtre numérique qui traite le signal de la luminance numérisée par l'algorithme de la figure 14. Vous avez ici les échantillons d'entrée Xn et vous avez ici les échantillons de sortie Yn. Ils sont reliés par l'algorithme du filtre numérique. Yn est égal à 2xn plus xn-1. Donc, question 30, précisez le type de filtre. Est-ce que c'est un RIF ou bien c'est un RII? Est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie ou bien c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie? Donc, c'est clair qu'il est un filtre à réponse impulsionnelle infinie puisqu'il n'y a pas de terme de YI. Il n'y a pas de réaction de YN dans la somme. Voilà, donc RIF, la sortie ne dépend que de l'entrée. Donc, c'est un RIF. Question 31. Donnez l'expression de la transmittance TZ de ce filtre. Donc là, c'est simple aussi. Donc vous avez YZ, donc le YN devient YZ, XN devient XZ, et XN-1 devient XZ fois Z-1. Donc il suffit de mettre XN en facteur, YN reste Y de Z, ça reste Y de Z, et Gx de Z facteur de 2 plus Z-1. Donc la transmittance, c'est 2 plus Z-1. Donc la question suivante, discuter la stabilité. Donc là, c'est simple. C'est un RIF, donc toujours stable. La prochaine question, exprimer sa réponse fréquentielle T de JF. Eh bien, ici, on remplace Z, on l'a déjà vu au cours, on remplace Z par exponentielle de J oméga TE, fréquence d'échantillonnage, avec le moins, donc ça donne 2 plus Z moins 1, ça donne exponentielle moins J oméga TE. Voilà, donc on vous demande, question 34, tracez sur votre copie l'allure du module T de JF pour F allant de 0 à FE. Donc là, bien sûr, je remplace l'exponentielle par son équivalent en cosinus et en sinus, et j'obtiens 2 plus cosinus de oméga TE moins J sinus de oméga TE. Donc, j'ai la partie réelle, c'est 2 plus cosinus, la voilà, le tout au carré. Et la partie imaginaire, c'est moins sinus de oméga TE. Au carré, ça devient plus. Donc, sinus de oméga TE. Donc, ici, je développe cette... on a déjà fait ça dans un ancien examen. Je développe cette identité remarquable A plus B le tout au carré. Donc, ça me donne A au carré, ça fait 4 plus 2 cosinus oméga TE plus plus cosinus oméga TE au carré. Donc cosinus oméga TE plus sinus oméga TE au carré, ça donne 1. Plus 4, ça donne 5. Plus 4
cosinus oméga TE. Donc on termine par la partie 5. Contrôle du robot par télécommande. Le contrôle du robot, avance, recul, direction, mouvement et de la caméra, etc. est assuré par une télécommande haute fréquence qui utilise une modulation de fréquence dans la bande des 27 MHz. Ce principe est illustré par la figure 15. Voilà, donc on va utiliser une modulation FM. Vous avez ici un oscillateur local pour changer la fréquence d'un oscillateur que la fréquence soit proportionnelle à l'amplitude du signal entrant, modulant. Voilà. Le signal VDT est un signal modulé, voilà, celui-là, et en fréquence par le signal modulant, celui-là, UM. Le principe de la modulation de fréquence est de faire varier la fréquence, et donc la pulsation en fonction du signal modulant UM. L'expression de V de t est donnée par, donc on va dans V de t est égal à A cosinus 2 pi f, ça c'est la porteuse, plus M sinus oméga m, ça c'est le signal modulant de t, est égal à, on va dans les valeurs numériques, est égal à 10 cosinus 169,65 fois 16 t, plus 5 sinus 62,83 fois 14 t. On rappelle que M, l'indice de modulation, est égal à delta f. Delta f c'est l'excursion de la fréquence, divisé par Fm, la fréquence du signal modulant. Q35, donner la valeur des fréquences de la porteuse et modulante Fm. Donc on désire connaître cette fréquence Fp et cette fréquence Fm. Donc je procède par identification. Vous avez ici A est égal à 10, cosinus. Donc là, Fp, 2pi Fp, c'est tout ça. C'est 169,65 fois 16 fois t. Donc, pour trouver Fp, il suffit de diviser cette valeur par 2pi. C'est ce qu'on va faire. Donc, Wp est égal à 169,65 est égal à 2pi Fp. Donc, Fp, c'est cette valeur divisée par 2pi. Donc, on obtient AFP est égal à 27 MHz. De la même manière, vous avez oméga m, c'est cette valeur-là. Donc, ça c'est oméga m. Il suffit de la diviser par 2pi pour trouver Fm. Voilà, donc je divise cette valeur par 2pi et je trouve Fm est égal à 100 kHz. Donc on vous demande par la suite de calculer l'indice de modulation, donner la valeur de l'expression en fréquence, delta f. Donc on sait que on cherche delta f. Delta f c'est quoi? C'est m fois fm. On connaît fm, on connaît m, c'est ici. Vous voyez que ici vous avez m. Donc par identification, m est égal à 5. C'est celle qui est multipliée par le sinus. Donc si je regarde la solution, on sait que delta f est égal à m fois fm et m est égal à 5. Donc delta f est égal à m5 fois fm qui est égal à 100 kHz. Donc ça donne 500 kHz. Question 37. Tracer le spectre du signal modulé V de t sur le document réponse numéro 1 en utilisant le tableau des coefficients des fonctions de Bessel fourni en annexe 3. Donc si je regarde l'annexe 3, donc vous avez les fonctions de Bessel et nous avons le document réponse est en bas. Voilà, voilà le document réponse. Eh bien, comment fonctionnent les fonctions de Bessel? Eh bien, ils donnent les coefficients des raies du spectre. Voilà. Donc, on cherche en l'amplitude, on commence par f de p de la porteuse, c'est G0 fois A. A, c'est quoi? C'est 10. Donc, on le sait déjà. Ici, c'était 10. Voilà. A est égal à 10. Donc,
A est égal à 10. G0, c'est moins 0,18 fois 10. Donc ça me donne moins 1,8. Donc si je reporte l'amplitude de... Voilà, ça me donne F0, c'est à peu près 1,8. Presque 2. Voilà. Euh, G1, c'est des deux côtés de FP. G1, c'est combien? C'est 0,33. Donc je multiplie par 0,33 fois 10. Donc c'est simple. Il suffit de déplacer la virgule. Donc 3,3. G2, c'est 0,05 fois 10, ça fait 0,5. 0,36, ça fait 3,6. 0,39, 3,9. Et 0,26, c'est 2,6, etc. Voilà. Donc je reporte ça des deux côtés parce que c'est en plus et en moins des deux côtés de FP et j'obtiens mon spectre. La dernière question, donner la largeur du spectre B du signal en utilisant la règle de Carson. Donc la règle de Carson, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le B c'est 2 facteurs de delta F, l'excursion, plus Fm. Delta F, on avait calculé, c'était 500, Fm c'est 100. 500 plus 100, ça fait 600. 600 fois 2, ça fait 1200 kHz. Voilà, donc c'est la fin de cette correction. Merci de votre attention.